Écoute, je vais démarrer. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à ce nouveau forum de l'enfance libre que nous faisons tous les soirs de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Dereau, qui est un consultant en éducation, thérapeute, psychanalyste, auteur, qui a commencé sa vie comme éducateur de jeunes enfants, qui est aussi formateur en petite enfance, qui a été directeur du service de petite enfance de Lambersart dans le Nord. Vous êtes aussi un militant de la bientraitance et vous avez signé plusieurs ouvrages à Chronique sociale. Vous pouvez retrouver ces ouvrages dans les photos du Facebook de l'École de l'enfance libre. Donc là, à l'antenne, nous vous montrons l'abécédaire de la bientraitance en multi-accueil. Il y a aussi l'abécédaire bientraitant aussi. Il me semble que vous avez deux Ouais. livres avec deux titres qui sont presque identiques. Mm. Et donc, vous venez de nous parler de votre pratique avec la petite enfance, les professionnels de la petite enfance, ce qui en découle aussi avec les parents, les outils que vous utilisez, toute la palette de connaissances que vous avez, le théâtre, l'humour et même les neurosciences et d'autres pratiques pour faire bouger les choses, si on peut dire entre guillemets, au sein des différentes institutions. Peut-être que pour commencer, et pour tout le monde, tous les gens qui nous ont rejoints maintenant, on va demander, je vais vous poser une question très simple, la bientraitance. Vous parlez de la parole bientraitante. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que vous pouvez nous définir ce que vous entendez par là? La bientraitance ou sur la parole ou la parole La bientraitant? parole bientraitante. Surtout la parole bientraitant. Oui, surtout la parole bientraitante. La parole, et puis peut-être Bon, qu'on on va quand va même arriver aux définir les deux pratiques. noms. On va quand même définir les deux mots. La bientraitance la définit souvent comme cette notion de respect à avoir vis-à-vis de l'autre. C'est d'être dans une équidignité avec l'enfant, et donc c'est d'être dans une relation de respect. Je ne ferai pas à cet enfant ce que je voudrais pas qu'on me fasse. Et la parole bientraitante, elle y contribue. C'est-à-dire, c'est une parole qui va prendre soin de la relation. Je dis souvent, c'est une parole de cœur à cœur, et où on n'est pas dans les jugements, on n'est pas dans les critiques, on est dans une expression de ses besoins, de ses émotions, pour faire court. Oui. Est-ce que cette parole aussi arrive aussi sur des pratiques? On parle beaucoup de parler, parler, parler au niveau de la Ah oui, bien pratique, au sûr, oui, niveau oui, du corps, de la posture. oui, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de structures maintenant qui abordent, entre autres, la communication non violente dans les structures petite enfance. Donc la communication non violente fait partie de cette parole bien traitante. Et donc il y a beaucoup de maintenant de structures petite enfance qui utilisent cette façon d'être, parce que c'est surtout un savoir-être plutôt qu'un savoir-faire avec les enfants. Et les structures avec qui je travaille, quelquefois, quand on reçoit des stagiaires, ben, les stagiaires sentent qu'il y a autre chose qui se passe. Ah, j'ai les bonjours de certaines. Eh bien voilà, qui sont là. Ouais. Alors aussi, j'introduis aussi donc je vous ai introduit vous, donc Arnaud Dereau. Donc moi, mon nom est Anne Salette et puis je travaille actuellement sur ce forum de l'enfance libre de Mulhouse. Et vous voyez sous l'écran, là, vous voyez donc Ophélie Perrin, qui est notre spécialiste, notre expert aussi. Et donc, nous allons conduire cette rencontre ensemble. Bonjour Ophélie. Tu nous entends? On t'entend pas. On n'entend pas Ophélie. Oh, bah, pour Ophélie, la on n'entend parole, pas. c'est bien. Oui, pour la parole bien. Oui, je vous entends. Vous Ah, m'entendez? Oui. Voilà, c'est bien. Oui, et toi, tu nous as entendu? Oui. bon. Du coup, je voulais avoir votre avis de spécialiste où vous travaillez donc dans les structures collectives. Est-ce que vous avez observé donc des limites à cette bientraitance? Comment Ah, lorsque vous comment? allez dans les structures collectives? Comment elle est accueillie D'accord. dans Elle les est toujours structures dans les collectives? structures petite enfance avec qui je travaille, c'est toujours accueilli avec beaucoup de respect, d'amour, parce que les professionnels petite enfance sont des vrais artistes. Par contre, ça peut quelquefois être compliqué parce que le quotidien de ces artistes est compliqué, parce que les conditions d'accueil dans les crèches n'est pas simple. Les normes d'encadrement ne sont pas simples. Et donc, j'ai beaucoup de pensées pour celles qui travaillent actuellement ou ceux qui travaillent actuellement, parce que ça doit être compliqué. Et donc, la parole,
c'est un sacré travail parce qu'il faut détricoter un peu ses croyances et son histoire de vie. Et donc, ou travailler sur son ego, comme je dis. Donc, dans les structures petite enfance, ça peut être compliqué, mais c'est quelquefois encore amplifié par les conditions d'accueil dans lesquelles elles sont. Parce qu'une auxiliaire qui s'occupe de 5 bébés, c'est quelquefois beaucoup plus stressant et donc on peut quelquefois perdre un peu plus pied et être moins bienveillant ou moins bien traitant, comme je dis, que quand on s'occupe d'un ou deux enfants. Vous parlez des normes d'encadrement. Est-ce que vous pouvez en dire plus? À ce jour, en espérant qu'il n'y aura pas de changement, puisqu'il semblerait qu'ils réfléchissent aussi à ça, mais s'ils changent ça, ils vont avoir ma colère, là. C'est un adulte pour 5 bébés non marchands. D'accord. C'est 1 pour 8. Bah, quand vous êtes une auxiliaire et quand on sait et pour 8 enfants qui marchent et 50% de personnel qualifié. Quand vous savez qu'un des besoins fondamentaux de l'enfant, c'est d'être pris dans les bras, je ne vous dis pas le dilemme quelquefois à l'intérieur d'une auxiliaire qui doit s'occuper de 5 bébés, qui doit donner à manger à 5 bébés. C'est quelquefois très douloureux. Donc, ils sont quelquefois en lien avec des souffrances qui leur fait quelquefois perdre pied et quelquefois des attitudes peut-être non bienveillantes. On a une question sur l'équidignité. Il y a quelqu'un qui demande si vous pouvez définir ce que ça veut dire. C'est vraiment cette idée qu'on est sur le même pied d'égalité, mais par contre, on n'a pas les mêmes compétences, le même regard sur le monde. Un enfant n'analyse pas le monde comme vous, il ne comprend pas le monde comme vous, mais il a le droit à cette dignité. Donc là, on est dans une équidignité. Est-ce que c'est clair, expliqué comme ça? Je pense que si je suis au cinéma, moi, j'aurais peut-être besoin de pas de coussin. Mon petit loulou, il aura peut-être besoin d'un coussin pour voir. J'invite les gens à... J'invite les gens, si le sujet les intéresse, à aller regarder le replay de la vidéo que nous avons fait avec Elfie sur l'agisme et qui parle aussi, qui rejoint cette idée d'équidignité. Oui. Anne? Oui. Alors, on a parlé de vos différentes facettes et puis vous commenciez à en parler peut-être un petit peu tout à l'heure aussi. Donc, vous utilisez aussi plein d'outils pour ce que vous faites, en particulier une casquette que je n'ai pas citée. J'ai dit que vous étiez auteur, mais vous êtes aussi acteur. Oui, il y a longtemps que je n'ai pas joué, par contre. Il y a bien 2 ans qu'on n'a pas rejoué. On a une troupe de théâtre aussi qu'on a mis. Alors, certaines qui sont là, je vois dans le public, connaissent cette pièce de théâtre. Il y a à peu près 8 pièces de théâtre comme ça qui existent sous forme de DVD. Ce sont des spectacles qui traitent toujours de parentalité bienveillante ou bien traitante et non pas positive. Et c'est toujours suivi d'un débat avec la salle. C'est une autre façon de faire réfléchir les parents sur leur relation à l'enfant. Et il y a un autre spectacle avec qui j'ai travaillé, c'est une autre troupe de théâtre qui s'appelle Atmosphère Théâtre. Et là, c'est un magnifique spectacle. Et là, vous pouvez voir un extrait sur YouTube qui s'appelle D'un monde à l'autre. Et c'est la compagnie Atmosphère Théâtre. Et ça traite de la relation 0-3 ans, enfin de la naissance à 3 ans. Et c'est toujours suivi aussi d'un débat. On devrait venir jouer dans la région parisienne en décembre ou en janvier, s'il y a des gens de Paris. Et dans cette année 2021, alors, oui. Comment ? 2021, là on parle de 2021. Décembre de cette année ou janvier 2021, dans la région d'ici, les Moulineaux. Voilà. Dans ces spectacles, vous abordez, vous parlez aussi des violences éducatives ordinaires, notamment dans le spectacle des Creux et des Bosses, qui date d'une dizaine d'années. Et c'est sur la parole bien traitante, là. Sur la parole bien traitante. Et j'aurais aimé savoir quel retour vous avez eu des parents. Est-ce que vous avez eu des critiques? Est-ce que c'est parfois difficile à recevoir pour les parents? Il y a les deux. Je pense qu'il y a un public qui sont déjà en chemin de réflexion et de conscience, donc ils disent « Ah oui, mais le chemin est long ». Et il y en a d'autres qui trouvent que c'est trop utopique et que c'est pas ça, et que c'est trop facile. Et donc il y a ces deux échanges-là, mais tout ça, il faut faire attention que ça ne reste pas des outils. Parce que les gens, maintenant, qui viennent beaucoup dans des ateliers ou dans des communications, viennent chercher des outils. Et on peut être un très mauvais cordonnier avec ces outils. Oui. Donc, je dis souvent que réfléchir à cette parentalité bienveillante, c'est vraiment, et je dis, d'aller travailler sur ses souffrances intérieures. Oui, c'est ça. Vous avez vraiment volontairement utilisé le mot parentalité bienveillante en rejetant le mot parentalité positive. Ah ouais, j'aime pas. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Pas positif, ça veut dire qu'il y a négative aussi. Donc très vite, ça réveille la négativité, c'est-à-dire qu'il y a une parentalité négative, donc il y a des parents pas bons.
Et déjà, les conférences autour de la parentalité, ça peut très vite réveiller de la culpabilité chez les parents. Donc, on se sent en disant ah, j'ai pas fait ça, ah, je fais ça. Et très, très vite, il y a ça. Une parentalité bienveillante ou bien traitante, c'est plus ouvert en disant on fait ce qu'on peut avec notre histoire. Par contre, on a à se responsabiliser et à comprendre qu'est-ce qui fait que je suis dans des situations répétitives. Et je disais tout à l'heure aussi, il faut aussi quelquefois accepter pour aborder la parentalité positive que quelquefois, même si ça dure 2 minutes, on peut quelquefois être un sorcier pour son enfant ou un gros monstre. Et je trouve que quelquefois, ça, on le bannit très, très vite dans cette éducation positive ou bien traitant. Peut-être que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par là, parce qu'on en a parlé et puis ça va. Je trouve que, je disais tout à l'heure en introduction, pour préparer, quand vous avez un petit gamin de 2 ans et que vous lui dites non et que ce non a tout à fait valeur et qu'il est bon pour lui, un enfant de 2 ans, ça m'étonnerait qu'il dise « D'accord, maman, je suis tout à fait d'accord avec toi ». Il va certainement être dans l'opposition parce que le non lui arrive et ça, son besoin d'autonomie, son besoin de liberté va être tout de suite un peu brimé. Donc, il va le vivre mal. Très vite, il peut avoir ah non, ici et non, ici. Et c'est là que la parentalité bienveillante a son rôle à jouer. C'est comment on accompagne ça. Parce que la parentalité bien traitante, ce n'est pas repartir sur d'autres travers qui seraient de manipuler nos enfants et de les faire obéir. Hein. C'est pas cette idée-là. Hein. C'est toujours dans cette idée d'équidinité, de respect mutuel. Donc, comment j'accueille la crise qui va venir, même si je dis non, mais le non qu'il a va quand même faire que notre enfant, même si ça dure 2 minutes, parce qu'après vous allez faire ce qu'il faut pour l'accompagner, vous allez être un beau monstre. Parentalité consciente, dit Sybille. Oui, c'est tout à fait ça aussi, parentalité consciente. Oui. Donc, ça veut dire que le parent aussi doit lui aussi avoir une certaine posture. Est-ce que on avait commencé à parler des pièces de théâtre, par exemple, après de la manière dont vous faites passer vos messages et des débats qui suivent. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort, cette posture du parent, justement pour sortir de ce que vous disiez, on sort avec une boîte à outils et après, les outils, on ne va pas les utiliser nécessairement très, très bien. Attendez, reprécisez votre question, c'était donc c'est par rapport à l'exemple que vous venez de donner. Oui. Vous venez de donner un exemple par rapport à l'enfant à qui on dit non. Oui. Donc, accompagner cet enfant dans son émotion, disons que ce n'est pas donné à tous les parents. Non. Voilà. Et donc, je vous demandais si dans les débats que vous aviez suite à ces interventions que vous avez faites autour en utilisant les outils du théâtre, c'était quelque chose que vous abordiez. Oui, obligatoirement. Obligatoirement. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je leur dis bien souvent que pour vraiment… je dis souvent, si le canal émotionnel est bloqué, les outils que vous allez apprendre vont rester qu'au niveau mental. Et si ça reste au niveau mental, ça ne changera rien dans votre relation à l'enfant. Il faut que ça descende dans votre cœur. Le cœur est un cerveau, on le sait maintenant. Et donc, réparer son cœur, j'ai envie de dire, c'est d'aller réparer ses souffrances. Les violences éducatives dans lesquelles on a baigné et quelquefois des souffrances plus grandes. Si on ne fait pas ce travail-là, l'attitude bienveillante avec l'enfant, elle sera toujours un peu biaisée. Dans la pratique, vous aviez dit que quand certains parents trouvaient ça utopiste, qu'est-ce que vous répondez aux parents qui pensent que les enfants ont besoin de limites, qu'il faut qu'ils soient obéissants et que la fessée, c'est très bien. Enfin, quelle réponse vous allez leur amener pour leur faire prendre conscience? Ils ont besoin de baigner dans une ambiance familiale de joie. Vous ne pensez pas à ça hein, comme réponse. Je pense que la joie, c'est le meilleur moteur. Alors ça, il faudrait le glisser à certaines enseignantes qui sont peut-être là, n'est-ce pas, Julie, qu'on apprend dans la joie. Et donc, quand un enfant est dans la joie dans sa famille, je trouve qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et donc, la joie est importante, des parents authentiques, des parents qui savent faire quelquefois leur douille avec leurs enfants pour quelquefois être plutôt dans le cadre. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'une liberté de mouvement, ils ont besoin surtout d'une écoute donc émotionnelle. Enfin, voilà, il y a tous ces besoins-là, mais on pourrait les citer par milliers, les besoins, je sais pas. Mais la joie est quand même l'énergie fondamentale. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par authentique? Alors, allez chercher mon bouquin. J'ai dû en parler dans mon bouquin. Lequel vous en avez plusieurs? Porter un regard bien traitant, je pense que j'en parle, mais j'en parle dans le prochain, là. Non, mais ce confinement a eu un bel effet sur moi, j'ai terminé un bouquin, donc quel bonheur.
Vous donniez l'exemple tout à l'heure, je ne sais pas si L'authenticité, dans votre accompagnement. c'est quelquefois admettre l'authenticité déjà dans la relation parentale. Pour moi, c'est reconnaître 100%, je suis 100% responsable de la relation que j'ai avec mon enfant. Si ça se passe mal, j'ai quelque chose à changer, je ne peux pas attendre que c'est mon enfant qui change. Donc c'est peut-être déjà être dans cette authenticité-là et de quelquefois s'asseoir, je dis aussi, de reconnaître ses erreurs auprès de ses enfants, on a le droit de s'excuser, et quelquefois de dire, là c'est plus possible, on se plaint de cette situation depuis des semaines et des semaines, en tant que parent, on a à s'asseoir, à réfléchir, à dire qu'est-ce qu'on change. Donc c'est être dans cette authenticité-là. Mais l'authenticité, quand on aborde la parentalité bien traitante, il y a un moment donné où je crois que vous n'êtes pas totalement authentique parce que vous êtes dans l'acquisition de nouvelles connaissances ou d'une nouvelle façon de faire et d'être et ça se bouscule avec vos souffrances. Et donc, il y a un moment donné où les parents sont un peu… ils jouent le parent filiosa, comme je dis, où ils jouent le parent d'Euro ou Thomas d'Azembourg. Et là, c'est pas bon parce que nos enfants, ils ont besoin d'authenticité et ils ont besoin de sentir que l'intention qui est derrière est positive. Et comment devenir alors, enfin, comment faire ce chemin pour devenir un parent authentique? Ah, ça, donc un parent conscient finalement. Ça va être votre mémoire de fin d'études. C'est pas possible parce que vous y revenez. Ben, je pense non, mais vous avez raison. On peut pas faire une pause. On peut pas faire une pause en disant bon, voilà, je fais mon travail, j'arrête d'être parent pendant quelques jours. Non, mais il faut réfléchir à l'organisation. Ah bah ça, oui. Je pense qu'il faut aussi réfléchir à l'organisation de sa vie. Je pense que quand on est beaucoup plus en état de stress en tant que parent, on va démarrer beaucoup plus vite dans nos parasitages. Donc, c'est peut-être quelquefois dans le couple de dire, allez, réfléchissons à la vie qu'on a là. Est-ce qu'il y a des éléments stressants ou pas stressants? Et qu'est-ce qu'on peut changer? Parce que quelquefois, la relation parentale peut être très compliquée alors que ça ne tient qu'à une organisation du quotidien. Et donc, peut-être travailler sur cette organisation du quotidien avant de se prendre des trucs sur oui, c'est parce que de mon temps, ma mère me disait que… Non. Il suffit peut-être de changer le rangement des jeux, vous allez voir, il n'y aura plus de problème. Donc, c'est ça. Et après, revenir sur ce sujet que vous aimez bien, Ophélie, c'est d'aller travailler sur ses souffrances. Mais c'est pas un sujet que j'aime bien en fait, c'est un sujet qui me paraît essentiel quand on parle des violences éducatives ordinaires et vous l'abordez vous-même, enfin vous me charriez, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est une question que se posent souvent les parents et notamment actuellement on est en période de confinement, il y a énormément de choses qui sont mises en place et de violences qui se passent dans les familles. Donc qu'est-ce que vous conseillez en fait à ces parents qui sont complètement perdus, qui ne savent pas du tout comment réagir? Là, j'ai une question de Sylvie Negrisolo-Guissé qui demande de comment sortir de cette culpabilité pour cheminer dans son job de parent. Donc, comment aller guérir ses blessures, quoi, pour arriver je dis souvent la culpabilité, c'est comme un sirop de grenadine. Quand j'explique de ça aux enfants, je dis c'est comme un sirop de grenadine. Vous savez, dans un sirop de grenadine, il y a une partie de fraise et d'eau. Et la culpabilité, on a mélangé tout ça. Donc, on ne sait plus qui est quoi. Tout est mélangé. La culpabilité, c'est de la colère, c'est de la peur et c'est de la tristesse souvent. Et donc, en tant que parent, c'est de dire, c'est pas coupable que je suis. J'ai certainement de la peur par rapport à quelque chose, de la colère par rapport à quelque chose et de la tristesse. Et donc, je vais aller travailler sur ces trois émotions-là. Ça va peut-être détricoter cette culpabilité. On n'a pas à se sentir coupable quand on ne sait pas. Ça, Virginie, je ne sais pas si elle est dans le public, elle va adorer ça. Parce qu'elle dit ça, c'est très important que les parents l'entendent. Quand on ne sait pas, on n'a pas à se sentir coupable. J'ai fait des bêtises certainement avec mes enfants. Je ne savais pas. Je n'avais pas la conscience. Maintenant, je me dis, merde, j'aurais pas dû faire ça, mais parce que je sais. Et que j'ai réparé des choses. Vous comprenez aussi? Oui. Je dis souvent, la culpabilité, c'est le chacal intérieur qui se réveille. Ne vous sentez pas coupable. Par contre, responsabilisez-vous et mettez-vous en route de cette parentalité bienveillante qui est une route, c'est jamais acquis. Ouais, et à partir du moment où les parents sont conscients, qu'est-ce qu'ils font alors pour faire ce cheminement concrètement? Comment vous accompagnez les professionnels, par exemple, de la petite enfance? Je sais que vous accompagnez parfois sur des mois, des professionnels, même du monde de l'enseignement, etc. Qu'est-ce que vous mettez en place avec eux pour qu'il y ait ce changement de conscience qui soit aussi effectif au sein de leur posture professionnelle? Dans les équipes, on ne travaille pas sur les blessures. C'est de l'accompagnement de pratique professionnelle. Hein. L'accompagnement de pratique… Ophélie, ça y est, je souris. On travaille sur la pratique professionnelle.
Par contre, si je sens que ça touche quelque chose d'autre chez un des professionnels au niveau de son histoire et que c'est pour ça que c'est compliqué dans la relation, là, je vais l'orienter vers un autre lieu pour travailler ça. Mais dans l'analyse de pratique, c'est pas un lieu thérapeutique. On est sur le pédagogue, la pédagogie. Et après, c'est comment peut-être les professionnels vont prendre soin après d'eux. Moi, je dis souvent aux professionnels, vous savez, tous ces métiers-là, vous ne devriez pas faire les frais d'aller faire une analyse ou autre chose. Choisissez un lieu thérapeutique. Hein. Ah bah Virginie est là, donc elle va aimer la phrase que j'ai dite tout à D'accord. l'heure. Et qu'est-ce que vous entendez par lieu thérapeutique? Bah, c'est trouver un psy qui peut accompagner. Trouver un D'accord. psychologue ou un psy avec qui vous accrochez. Hein. Un psy où vous vous sentez tout de suite dans une énergie positive. Hein. Je dis toujours, c'est comme choisir un bon boucher. Hein. Nous sommes une génération charnière, dit Julie. Oui, c'est ça, nous sommes une génération charnière. Et qu'est-ce que j'avais vu une autre question, mais je ne sais plus. Mais bon, ça va ou j'ai pas répondu Si, très bien. C'est comment, par rapport aux professionnels, c'est comment ces professionnels, dans ce entre-deux-portes que j'appelle le entre-deux-portes, parce que ça se passe souvent entre deux portes, comment ils permettent aux parents, dans leur échange, et on revient encore dans la parole, dans l'empathie qu'ils ont pour les parents, dans les recentrer sur eux. Parce que souvent, tous les psys se valent. Oh non, 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 non. Il y a une question là. Non, non, non. Mais bon, c'est comme tous les professionnels. Hein. Mais bon. Donc, c'est comment les professionnels de l'enfance recentrent le parent sur leur état intérieur pour qu'il se responsabilise. Quand je dis l'exemple que je donne souvent, c'est qu'est-ce que vous faites à un parent quand il vous amène un enfant le matin à la crèche, il dit « Oh, je vous le laisse, il a été infernal ». Et quelquefois, avec notre belle théorie, on va être « Oh, bah, vous savez, il a 2 ans, c'est pas un âge facile ». C'est pas ça qu'a besoin d'entendre un papa ou une maman. Oui. Il a besoin d'entendre une écoute émotionnelle, donc il a besoin d'entendre « Ah, ça a été compliqué ce matin ». C'est compliqué les matins chez vous, c'est ça? Et tout doucement de le recentrer sur lui pour que ce parent tout doucement reprenne la responsabilité, mette peut-être certaines choses en place et après voir s'il doit vraiment aller taper à la porte de quelqu'un. Moi, je joue souvent avec les parents. Je joue souvent à un jeu avec les parents et si vous lisez le prochain, vous verrez, c'est le jeu que j'appelle Oui et alors. Le oui et alors, c'est un parent qui vient avec un problème. Ah là là, et à chaque fois, je dis oui et alors. Oui et alors. Oui, et alors? Et à la fin, on arrive au vrai problème. C'est comme si vous étiez en train de mettre en place tout un écosystème parce qu'on est passé des parents aux enfants, enfin des parents aux accompagnants, disons aux professionnels de la petite enfance, parce que là on parlait des parents et puis du travail, du chemin de responsabilisation des parents, et puis vous parlez de ces outils pédagogiques, vous dites que vous êtes dans la pédagogie quand vous travaillez avec des professionnels de la petite enfance, mais là vous venez aussi de parler de cette transmission qui peut se faire entre les professionnels de la petite enfance que vous formez et puis les parents pour les accompagner. Comment ça se fait? Est-ce que ça ne se fait que chez vous? Est-ce que c'est quelque chose qui essaime en France? Comment ça s'est mis en place? Non, je pense que ça s'essaime en France. Je pense qu'il y a beaucoup de structures crèches, entre autres, et qui ont de l'accompagnement de pratiques professionnelles maintenant. Moi, je rêverais que ça soit mis dans les nouveaux ordonnances que l'État est en train de travailler. Je trouve que ça devrait être dans le cadre, dans les décrets, il devrait y avoir un article de loi que tous les professionnels de l'enfant soient accompagnés au rythme au moins d'une fois par mois en analyse de pratique. Je dis souvent que c'est des métiers émotionnellement très dérangeants. C'est pour ça que c'est des artistes et qu'ils ont 20 émotions, 40 émotions quelquefois à gérer. Et j'espère qu'il y aura des prises de conscience là, du gouvernement et que ces professionnels-là, on doit prendre soin d'eux aussi. Là, il y en a qui sont sur le terrain. Et que l'avenir se fabrique là et que l'écologie commence dans l'éducation et que l'écologie commence à la crèche. Et donc, ils ont vraiment besoin de ces temps-là. Mais ça commence à se développer, mais ce n'est pas une obligation. Donc après, c'est toujours une question d'argent aussi. Vous avez écrit, oui, vous avez très bien répondu à la question. Vous avez écrit une lettre ouverte au président de la République, M. Macron, j'attends ça l'année dernière. J'attends ça Donc pour l'instant, il n'y a aucune action concrète qui ont été mises en place par le gouvernement et qui vont dans le sens et on attend même, et les professionnels de petite enfance ont très très peur. Il y a eu des mouvements de grève l'année dernière où on entendait qu'on voulait réduire encore la qualification dans les crèches et qu'on voulait réduire les normes d'encadrement. Je pense que là, ils ont compris, ils vont pas y toucher. Mais il y a encore des choses ils veulent même réduire les mètres carrés. Mais en fonction des villes, on va où là? C'est-à-dire qu'on sait que les enfants ont besoin de mouvement. Mais comme à Paris, il y a plus de difficulté de trouver des espaces, là, ils auront besoin de moins de mètres carrés.
Mais on croit rêver. La porte d'entrée, c'est pas l'enfant et ses besoins et tout ce qu'on sait, c'est encore le budget. Quand on voit même dans l'éducation nationale maintenant, puisque maintenant on parle tellement des neurosciences, on parle des neurosciences cognitives et affectives, maintenant les enseignants, et il y en a qui sont là, ils vont me dire que c'est vrai, on va leur dire, maintenant on sait comment ça fonctionne à l'enfant, hein. Donc vous avez besoin, il faut des résultats. Sauf qu'ils oublient tout l'aspect affectif des choses. Ils ne pensent qu'à l'aspect cognitif des choses. Et les deux marchent ensemble. Et quand on a une professionnelle qui connaît le fonctionnement cognitif, mais qui n'est pas du tout dans l'empathie avec ses élèves, je suis désolé, c'est une catastrophe. Et finalement, est-ce que du coup le cadre institutionnel n'est-il pas une limite en soi dans le fait de sortir des violences éducatives? Répétez, pardon. Répétez la question, j'ai pas entendu Ophélie. Répète la question. Est-ce que le cadre institutionnel, oui, je pense qu'on ne l'entend pas. Est-ce que les limites du cadre institutionnel ne sont-elles pas une... Est-ce que les limites du Vous m'entendez pas? Oui, c'était ça. Est-ce que les limites du cadre institutionnel est-ce que le cadre institutionnel n'est pas une limite en soi? Oui, peut-être, mais je pense que ça dépend des personnes aussi. Je pense qu'il y a des gens là dans le public qui pourraient parler de tout ça avec plus de facilité que moi, mais je pense à certains patients que j'ai qui sont enseignants qui souffrent énormément actuellement dans l'éducation nationale parce qu'ils sentent justement la limite de l'institution et qui ne sont pas assez. On leur donne pas assez confiance, semble-t-il, alors qu'on est dans normalement une école de la confiance, mais la confiance aux enseignants, c'est assez costaud, hein. Mais là, justement, voilà, parce que on parlait de la petite enfance, on est en train de parler maintenant de. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. Mais l'école, mais je vous dis, il y a un travail à faire avec les assistants de maternelle, il y a un travail à faire avec les gens des garderies périscolaires, des centres de loisirs. Pour moi, c'est un vrai projet de société, un vrai projet de ville, hein, de s'occuper de l'enfant et de la parentalité. Et je trouve qu'on n'est pas encore totalement là-dedans, hein. Oui. Pas encore totalement là-dedans. Et comment ça se passe? Parce que vous dites que vous avez envoyé une lettre ouverte au Oui, président alors de la j'ai envoyé la République. lettre à M. Macron il y a longtemps, parce que je voyais qu'il avait autre chose à faire en ce moment. Oui, tout à fait. Et la lettre, la lettre à M. Macron, il y a bien 2 ans que je l'ai faite. Je me suis dit, j'allais. Voilà, donc, pardon. Oui, mais vous êtes nombreux à faire ça parce que. Oui, il y a le mouvement Pas de bébé à la consigne, qui est un organisme qui est fort. Vous avez la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants. Donc, il y a plein d'organismes qui manifestent le mécontentement. Est-ce qu'on va être entendu? Ça, c'est autre chose. Mais parce que les professionnels de l'enfance, autant que nos amis infirmiers et infirmières, ils se sentent peu reconnus quand même, hein. Et on les entend peu parler, les professionnels de petite enfance, très peu. Mais ils pourraient autant manifester que les gens qui sont dans les EHPAD et autant manifester que les gens qui sont infirmiers parce qu'il y a une grosse souffrance. Tout à fait, ouais. Donc, est-ce qu'on a perdu Ophélie? Ophélie. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous... Ah, la commission des 1000 jours, ah bah là, oui, ça. Bon. Oui, d'accord, c'est une question qui vient d'arriver, là. Oui. Vas-y. Alors, allô? Si, alors du coup, est-ce que donc il faudrait pas passer par un changement sociétal, voire gouvernemental, pour sortir de ces violences éducatives? Passer par un changement sociétal, voire gouvernemental, pour sortir de ces violences éducatives ordinaires qui, je le rappelle, concernent 85% des enfants en France. Bah, la loi a quand même été votée. Donc maintenant, il faudrait... Enfin, une loi qui semble pas convenir à tout le monde, semble-t-il. Catherine Guéguen est un peu pas très satisfaite de cette loi, mais maintenant, c'est quels sont les moyens qu'on va donner aux salariés et même à la société pour parler. Il y a des spots de publicité peut-être à faire, il y a des émissions à faire là-dessus. Enfin, ça commence, mais je pense qu'il faudra vraiment développer comme l'ont fait d'autres pays, mais ça demandera un temps. Mais les politiques sont autant en souffrance que nos enseignants, hein. Ils ont aussi leur préhistoire, hein, derrière eux, hein. Ils ont aussi leurs croyances. Moi, je ne sais pas si les politiques ont... Moi, quand je travaillais en tant que responsable petite enfance, j'avais mis ce qu'on appelait un conseil de sages. Ça serait peut-être bien aussi. Je ne sais pas s'ils ont ça, nos politiques, un conseil de sages pour réfléchir à tous ces sujets-là. Mais bon. Pourquoi Catherine Guéguen pas d'accord? Je pense qu'elle dit que la loi ne va pas assez loin.
D'accord. Et vous en pensez vraiment quoi? plutôt dans ce sens. Bah, je trouve que les parents ont quand même intégré que non, ça y est, c'est fini la fessée et que c'est fini le coin et tout ça. Donc, je pense que même si c'est pas si clair que ça dans la loi, c'est quand même intégré. Donc, on va pouvoir maintenant quand même intervenir auprès de. Mais c'est pas marqué, vous voyez. Je suis désolé pour nos amis enseignants, mais il y a avant le confinement, j'étais dans une école en CP. Moi, j'ai vu 3 enfants copier 100 fois sur des petites tables. Je ne dois pas te faire bêtises en classe. C'est maintenant ça. Pour ça, c'est une violence éducative. C'est pas vraiment indiqué dans la loi, c'est pas très clair. Donc, ça va être, ça va demander un petit peu. Vous pensez que la loi va suffire à enclencher un changement? Oui, je crois que ça permet des ouvertures de conscience. Mais après, il faut soutenir ça, cette loi. C'est-à-dire qu'il faut faire des brochures comme la Caisse d'allocation familiale a pu en faire. Il faut faire des campagnes, il faut faire de la publicité, il faut faire des spots. Enfin, il faut informer et surtout former les gens de terrain. C'est aussi par les gens de terrain qui travaillent dans les clubs de prévention, dans les quartiers, parce que tous les éducateurs sont pas si persuadés que ça qu'une claque n'a jamais tué personne. Hein. Moi, j'ai donné cours, j'ai fait une intervention il y a, je ne sais plus combien d'années, il y a 3 ans, avant cette loi, 3-4 ans, des infirmiers de première année. Quand je suis parti autour de cette loi, j'ai eu des belles moqueries dans la salle. Hein. Je voulais vous poser la question justement, puisque vous êtes dans le Nord, vous êtes aussi confronté, vous êtes certainement en relation avec d'autres cultures, d'autres parents, et puis même parmi les accompagnants de petite enfance que vous avez, il y a des personnes qui sont issues d'autres cultures. Comment ça se passe pour elles? Comment se fait cette évolution? Qu'est-ce que vous observez aussi? Ils sont tous dans le même questionnement. Bien sûr qu'il y en a qui prennent ça. Ce respect de l'enfant, donner une fessée à un gamin, dans les cultures que je rencontre, elles sont d'accord que ce n'est pas une chose à faire, vraiment. Ça demande quelquefois plus de temps parce que quelquefois je ne sais plus. La contamination, je veux dire, de la culture ou de la religion est quelquefois imprégnante, mais elle bouge. Moi, je travaille sur des quartiers, comme on dit, fragilisés de la région de Maubeuge. Je suis ébloui par l'évolution de ces dames. C'est un petit groupe de dames qui s'isent tous voilées. Elles sont dans une réflexion, mais qui est impressionnante. Et elles bougent. Et pourtant, ça peut être compliqué, hein, mais bon. Oui, ça fait vraiment très plaisir d'observer ça. Oui, et comment changer en fait Et vous voyez, attends, Ophélie, je vais réfléchir. Il y a une dame, Sandra, je crois. En effet, mon fils de CP a des lignes, je ne bouge pas en classe. Je pense qu'à un moment donné, les parents qui êtes là ce soir et d'autres qui sont dans ce mouvement de changer les choses, à un moment donné, il faut porter votre voix aussi et très très fort dire stop, ça suffit maintenant. Ça, je ne veux plus. Vous essayez d'autres méthodes. Les gens qui sont sur ce chemin de la parentalité bien traitante, je trouve que quelquefois, ils ne le disent pas assez fort. Qui font ces choix-là. Et ceux qui sont des anciennes méthodes, comme je dis, Super Nanny et autres, ils savent bien le dire, et avec force. Donc je pense que nous... Vous m'avez... Voilà, comment, Ophélie ? Vous avez anticipé ma question, en fait. Comment changer de comportement quand l'image de l'éducation qui est montrée dans les émissions populaires, telles que Super Nanny, Pascal le Grand Frère, etc., il y en a d'autres, est emplie d'une extrême violence. Vous voyez, on parlait de la loi et des suites de la loi. Je ne l'ai pas encore fait, j'avais dit que je vais le faire. Mais là, peut-être tous ces gens-là devraient écrire une lettre à notre cher ministre de la Jeunesse ou je ne sais pas quoi en disant « Demandez l'interdiction de Super Nanny ». C'est peut-être un des premiers actes à poser par la France de dire on ne veut plus voir ces émissions-là à la télé. Quand vous montrez ces émissions-là, et on le voit très bien dans le film de Marion Quesch, quand on montre ce film-là à des mamans suédoises, elles sont outrées, voire en larmes. En disant, mais c'est pas possible qu'on nous montre des choses comme ça en France. Bah oui, on nous montre des choses comme ça. Choses et émissions que je peux regarder. Moi, je l'ai regardé 2 ou 3 fois parce que comme je travaillais quelquefois dans des quartiers très fragilisés, comme on dit, c'est intéressant de savoir ce qu'elles regardent pour rebondir dessus aussi. Pour ceux que ça bien sûr. Mais alors, justement, vous parliez de confinement. Le confinement, et puis il y avait cette auditrice là qui parle des lignes. Donc on a vu au début du confinement énormément d'accent qui a été mis sur les devoirs, il faut faire ci, il faut faire ça, plus comme vous dites aussi certaines émissions de télévision qui continuent à être diffusées. Mais j'ai vu là sur Facebook, je ne sais pas si j'ai rêvé ou quoi, une enseignante qui donnait à des parents
et Julie va pouvoir me dire si c'est vrai, qui donne à des parents un site internet pour le programme en maternelle. Non, mais j'ai cru rêver. J'ai cru rêver. Moi, j'ai envie de dire aux parents, et je le disais tantôt cet après-midi, jouez avec vos enfants, mais jouez, point. Faites des cabanes, faites de la pâtisserie, jouez aux jeux de société. Ils vont autant apprendre dans ce lien que vous allez recréer. Faut-il encore, en tant que parent, retrouver son âme d'enfant que de recopier des textes et des ceci? Parce que ça devient un peu dingue. Il y a des parents qui deviennent terriblement stressés. Il y a un gamin qui avait fini ses devoirs. La mère lui a demandé de faire une fiche de texte sur un autre bouquin. Mais non, il avait fait son travail. Mais ça devient dingue. Mais on ne peut pas trop crier fort qu'on n'a peut-être pas besoin de faire ses devoirs. Ça mettrait la société à mal. Vraiment? Tout va bien. Je nierai ce que j'ai dit. Je n'ai rien dit. Pourquoi? Oui, voilà. Oui, Laurence. Jouez. Voilà, jouez. Il y a une question de Manuela qui revient donc sur Super Nanny, etc., qui fait suite à ça et qui demande du coup, est-ce que vous intervenez lorsque vous voyez une violence éducative ordinaire dans la rue? Et si oui, comment? Parce qu'elle trouve que ce n'est pas simple d'intervenir quand les parents pensent que l'éducation de leurs enfants les concerne. Eh ben, je pense qu'il va y avoir de l'empathie. Alors, il y a bien longtemps, quand je suis intervenu, je me suis ramassé quelque chose de bien sur la plage. Alors, c'était pas très empathique ce que j'avais fait. C'était une maman qui criait sur son gamin. J'ai crié très fort, baissez ça, allons-y gaiement. Et je pense qu'elle l'a très mal pris. Maintenant, j'aurais plus d'empathie pour les parents. C'est-à-dire c'est comment je peux avoir de l'empathie, quelquefois simplement peut-être mettre en mots, est-ce que vous avez besoin d'aide là? C'est quelquefois pas facile, je peux vous aider, mais recentrer la maman sur ses émotions, on y revient, pour qu'elle comprenne sans la culpabiliser, parce que c'est sûr que si on dit ce que vous faites là, madame, ça ne va pas, ça va être vu très, ça va faire des étincelles. Donc plutôt avoir de l'empathie. Vous intervenez auprès d'enseignants? Oh, que j'aimerais bien intervenir plus auprès des enseignants. Oui, par rapport à la formation d'enseignants, vous critiquez tout. Enfin, vous l'avez fait tout à l'heure, mais je critique pas parce qu'il y a des gens formidables. J'ai travaillé avec Julie pendant toute l'année dernière avec une école dans le nord de la France, dans une école privée. Alors, laissez-moi finir ma question, s'il vous plaît. Laissez-moi finir ma question, s'il vous plaît. Oui, quand je dis vous critiquez, c'est-à-dire que vous critiquez pas les enseignants. Non, mais vous critiquez la formation. En tout cas, vous portez un regard critique sur la formation qu'ils ont. Et ma question serait de savoir qu'est-ce que vous proposerez finalement, quels sont les enseignements fondamentaux que devrait avoir un enseignant ou toute personne qui va travailler avec des enfants. Dans leur année de master, puisqu'il semble-t-il qu'il y a quand même une année de master autour de l'enseignement, il faudra travailler sur des sujets, et je ne sais pas s'ils ont ça, la gestion de conflits, la gestion d'une classe, l'impact émotionnel que ça a sur nous. Qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions? Travailler sur ses croyances éducatives, travailler sur tout ça pendant 1 an. C'est quasiment faire du développement personnel pendant la dernière année de Master 2. Je ne pense pas que c'est tout à fait ça qu'on leur enseigne actuellement. C'est pas ce que j'ai eu en tant que voilà, bah non. Mais après, je ne peux pas parler pour je pense que c'est toujours pareil. Pour toutes les INSPE. Et est-ce que c'est en dernière année que cela doit se oui, mais parce que mais ce que j'ai compris maintenant, vous faites un master 1 qui peut être géo, histoire, c'est très global. Il n'y a pas spécialement enseignement, je crois, c'est ça. Je pense que le master 2, c'est pour l'enseignement, mais les 4 années de master jusqu'au master 1, c'est un master général. Vous n'êtes pas censé partir dans l'enseignement après. Donc. Très bien. Et est-ce que vous pensez du coup que les parents devraient aussi être formés? Tout à l'heure, il y avait un commentaire sur la commission des 1000 jours. Est-ce que les parents devraient recevoir une formation pour devenir parents? Il faudrait mettre moi, je mets des choses en place comme ça. Donc, il y a des parents qui viennent, mais il faut que ça part d'eux. Imposer, ça va être compliqué. C'est comment on crée le désir de ses parents de venir se réfléchir sur ça. Donc, les travailleurs sociaux ont un énorme travail. C'est comment on crée le lien. Où je travaillais avant, il y avait un café des parents. Le café des parents crée le lien avec les familles pour tout doucement les amener dans des groupes et réfléchir à toutes ces choses-là. Et ils doivent se sentir surtout en confiance, acceptés totalement et non jugés. Et quand on amène des choses comme ça, ils viennent avec leur réflexion. Oui, ça serait intéressant de proposer des choses de ce type-là. Et que ça rentre dans notre culture, que ça tombe pas sous le sang. Moi, je me rappelle d'une maman qui est venue une fois à un atelier il y a quelques années. D'ordinaire, les parents qui arrivent, c'est des parents qui ont déjà des enfants. Et cette dame m'appelle en disant, j'ai pas d'enfant, monsieur Dereau. Mais vu l'histoire dans laquelle j'ai baigné, je pense que ça serait peut-être bien
de venir à votre atelier. J'ai dit, venez tout de suite. Je pense qu'elle avait déjà compris des choses, cette dame, et elle se disait que sa préhistoire, comme je dis, allait certainement la rattraper dans son histoire. Et donc vous êtes père de deux enfants Annabelle qui sont dit, maintenant pardon, adultes. Annabelle dit, on rêve. Non, non, mais il faut rêver, Annabelle, il faut rêver. Être Oui, bien traitant, justement, être bien traitant, c'est être utopique, s'émerveiller, être dans la joie. Sinon, ça ne va plus. d'accord. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Parce que tout à l'heure, vous étiez à deux doigts de vous auto-censurer. Si vous, si Oui, vous non, vous mais lâchiez, je plaisante sur si vous vous Annabelle. lâchiez un peu, que vous nous décriviez votre société éducative idéale, comment sont les parents, comment sont les accueillants, Vous voulez que comment je sont décrive les la enfants, société idéale pour... et surtout, quels sont les moyens que vous avez, dans quel environnement? Parce que vous avez parlé de la confiance aussi, vous avez parlé d'environnement, d'aménagement de classe, par exemple. Juste, vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous voudriez qui soit répondu à votre lettre au président de la République, avec toutes les mesures qui seraient prises. Là, comme ça. J'aimerais que toutes les crèches possèdent un jardin. J'aimerais que toutes les crèches, celles qui s'occupent des bébés, c'est au moins 1 pour 3, et après 1 pour 5. J'aimerais qu'il y ait 80% de professionnels qualifiés, comme ça existe dans d'autres pays. J'aimerais qu'elles aient de l'analyse de pratique. J'aimerais une revalorisation de leur salaire parce qu'elles sont payées autant qu'une... Enfin, c'est une catastrophe ce que les professionnels petite enfance sont payés. J'aimerais que les formations les fassent questionner aussi sur tous ces aspects qu'on vient d'évoquer, parce que je suis pas persuadé que dans tous les centres c'est développé. Voilà, je rêve de tout ça. Je rêve que dès la maternité, les sages-femmes, les infirmières, les puéricultrices amènent déjà ces réflexions auprès des parents, parce que je trouve que quand on est enceinte ou quand on attend un bébé, on est quelquefois beaucoup plus disponible à ces réflexions-là. Mais et travailler sur la formation permanente de tous ces travailleurs pour accompagner ses parents. Et un congé de maternité d'1 an. Oui, voilà, Manu, tout à fait. Oui. Rajoutons ça aussi. Oui, oui. Mais voilà. Je voulais aller dans une autre de vos casquettes, qui est donc la casquette de père, de Ouais. famille. Oh, ils sont Vous avez grands, donc ils deux sont très fils grands maintenant. qui sont maintenant adultes. Est-ce que vous avez aussi eu besoin de vous déconstruire? Quel a été votre cheminement finalement qui en arrive au fait que vous êtes devenu, vous avez beaucoup écrit sur la bientraitance. Comment ça s'est passé pour vous en tant que père? Je disais tout à l'heure en introduction, Félix, que je pense que nos enfants, parce que j'ai 2 grands enfants, 2 garçons, je ne sais pas s'ils sont là, ils avaient dit de se connecter, vous auriez pu leur poser la question. Ils ont la chance d'avoir eu un papa et une maman qui étaient rentrés en thérapie 5 ans avant leur arrivée. Je pense que ça soit moi ou comme leur mère, on avait dit qu'il faut aller travailler un peu sur notre histoire. Donc, depuis 5 ans, l'un et l'autre, on réfléchissait à nos fonctionnements internes. Parce qu'on avait compris, parce que certainement qu'il y avait une souffrance qu'on ne voulait plus avoir. Donc, quand ils sont arrivés dans notre vie, on avait un peu nettoyé certaines choses. Et en plus, la maman était aussi à la base éducatrice de jeunes enfants. Donc, notre formation d'éducateur a aussi certainement aidé à certaines prises en charge de ces enfants. Et après, j'ai grandi avec eux, comme je dis. J'étais dans le temps présent avec eux, tout en acceptant quelquefois que là, je perds pied. Ah là, il y a quelque chose qui me rattrape. Et donc, qu'est-ce qui me rattrape et comment je peux être dans le temps présent? Mais je pense que très, très vite, mais ça, c'est peut-être plus donné au papa, je les ai considérés comme des êtres à part et pas moi. Je trouve que les mères, quelquefois, ils ont plus de difficulté à prendre ce recul parce qu'elles ont porté leur enfant pendant 9 mois. Et il y a quelque chose de beaucoup plus symbiotique que nous en tant que père. Et je partageais à Ophélie, je pense que en tant que parent, on va toujours dire qu'on a réussi, mais un de mes enfants, il y a 4 ans, m'a fait un énorme cadeau en envoyant un SMS en disant « Papa, la seule chose que je veux réussir dans ma vie, c'est mon rôle de père tel que tu as réussi le tien. » Donc, c'est un beau cadeau, ça. Et vous avez, alors moi je vais revenir un peu sur les difficultés dont vous m'avez parlé. Si vous acceptez d'en parler, vous avez expliqué quand même que c'est pas forcément, même si on a tout un travail thérapeutique qui est fait, il y a des moments où c'est plus fort que nous, où la violence qu'on a subie en tant qu'enfant, elle ressurgit et elle peut être trop difficile à gérer. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites vous Non. Quand on fait un vrai travail, thérapeutique. Quand on fait moi, le travail thérapeutique, c'est un travail neurosensoriel. Le travail thérapeutique neurosensoriel, même si j'ai une casquette d'analyste jungien,
c'est un travail sur les fascias. Quand on travaille sur vos fascias, sur le sensoriel, ça ne se réveille plus, c'est nettoyé. Mhm. Non, non, quand c'est nettoyé, c'est nettoyé. Par Et contre, quand s'il y a c'est d'autres choses, parce qu'on totalement on grandit avec nos enfants, donc il y a certains parents, quand ils sont bébés, tout va bien, hein. Il y a certains parents, quand c'est l'âge des 2 ans, ça devient plus compliqué. Il y a certains parents, l'adolescence, c'est plus compliqué. Parce que certainement qu'il y a des moments de vie à eux qui étaient compliqués à ce moment-là. Donc ça vaut le coup de dire, tiens, je réfléchis à ce qui s'est passé pendant cette période-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pas tout à fait. Je revenais en fait par rapport à l'histoire de l'herbier que vous m'avez raconté, ou l'histoire de votre enfant de l'adolescent qu'il était à 17 ans, qui voulait tout le temps jouer sur l'ordinateur, et qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, en fait, je vais le laisser faire, je vais lui faire confiance. Et ça demande un travail de déconstruction, de laisser la... C'est un travail de déconstruction, se dire souvent, comme on sait qu'on dit, l'intelligence scolaire n'est pas l'intelligence de la vie, que je voyais leur fonctionnement au niveau relationnel, au niveau avec leurs copains, leurs copines, dans la relation qu'ils avaient avec nous, était une relation vraiment pleine d'amour et de respect. Et donc, je me suis dit, ça va pas être si compliqué que ça. C'est-à-dire que quand ils jouaient à l'ordinateur, quand les copains sonnaient à la porte, ils savaient quitter l'ordinateur. J'ai accepté ça, je leur ai fait confiance. J'en ai un qui est devenu informateur, qui est devenu ingénieur informaticien, l'autre est dans le cinéma, mais je pense qu'il faut vraiment les nourrir de confiance et leur faire confiance à nos enfants, hein. Vraiment. Hein. Cet attachement sécure, voilà, il est essentiel, non? Ouais. Cet attachement sécure. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il est essentiel au regard des neurosciences? L'attachement sécure, donc c'est la théorie de Bowlby, ça. C'est cette idée que nos enfants ont vraiment, j'insiste beaucoup sur ça, l'enfant n'a pas besoin de limite ni de cadre. Quelquefois, on dit il n'y a plus d'autorité. Je dis, ce n'est pas un problème d'autorité, c'est un problème de quasiment de regard ou d'amour sur nos enfants, on ne les regarde plus. Ils ont besoin d'être regardés, ils ont besoin d'être dans ce lien de sécurité. Plus vous les nourrissez de sécurité, plus ils vont pouvoir grandir dans la vie. Plus ils sont en sécurité en eux, plus dans les creux et les bosses de la vie, ils vont pouvoir rebondir. Le trou de la sécurité sociale, il est là, hein, c'est dans le manque de sécurité. C'est quand on est dans un creux de bosse qu'on va chercher des tranxènes, des anxiolytiques, et parce qu'on a du mal à remonter. Quand on est dans une sécurité de base qui est sécure, comme on dit, on remonte très très vite. Et donc, je me suis éparpillé, mais je ne sais plus. Parce que quand on joue, aussitôt qu'on est dans des comportements non bienveillants, cette insécurité rentre en l'enfant. Toutes les éducations qui sont basées sur la peur, ça fait des dégâts. Alors, vous n'allez pas toujours voir les effets, mais on a tous baigné dans la peur et ça nous joue des tours. Ça nous a demandé un travail énorme de s'en dégager. Donc, les enfants ont vraiment besoin plus de chance que nous, donc il ne faut pas les élever là-dedans. On est des jeux pour nos enfants, donc aussitôt qu'on fait des gros yeux, qu'on crie, ils perdent pied, ça les insécurise. Et s'ils baignent régulièrement là-dedans, je ne vous dis pas les dégâts, le stress, on le sait, fait d'énormes dégâts quand il se prolonge dans le temps et qu'on n'a pas la capacité de le gérer comme peuvent l'avoir les enfants. Justement, vous parliez, donc ça vient des parents, des parents qui offrent cette sécurité, et vous parliez du travail que vous faites, que vous proposez vous-même. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que est-ce que c'est accessible à tout le monde? Ce n'est pas comment les parents peuvent avoir accès à ce travail? Ils n'habitent pas tous à côté de chez vous? Non, mais il y a d'autres thérapeutes dans la même lignée, hein. C'est pour ça qu'il faut jouer beaucoup sur les travailleurs sociaux. Là, je vous parlais de la ville de Maubeuge. C'est parti d'un centre social, c'est parti d'une animatrice de centre social qui a déclenché ça et ce lien s'est mis en place. Il faut compter sur eux, il faut former ces gens-là, il faut créer du lien de confiance, il faut former ces gens-là. Les ateliers parents que j'anime, je dis souvent, c'est quand même des cadres moyens et des cadres supérieurs. Les cadres, les personnes plus fragilisées socialement, ils ont du mal à venir dans un groupe. Ils ont du mal à se remettre en question. Ils savent qu'on va les juger tout de suite. Et dans les groupes de parents que j'ai, les parents ils savent qu'ils pouvaient me dire des choses quelquefois très compliquées, mais qu'ils n'étaient certainement pas jugés, qu'ils étaient entendus et que j'acceptais cette souffrance. Parce que c'est toujours un parent qui fait du mal à son enfant, c'est un ex-enfant qui a souffert. Hein. Donc quand on le regarde comme ça, voilà. Ça donne un autre paradigme.
On est malade d'amour, vous savez, la maladie d'amour, elle existe. Hein. Je dis souvent, aimer trop, aimer pas assez, ça fait des dégâts. Donc, c'est aimer adéquatement, comme dirait l'autre, c'est compliqué de manière adéquate. Hein. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les parents qui nous écoutent ou les professionnels du monde de l'enfance qui peut-être ne le savent pas encore, qu'est-ce qui se passe en fait quand ces enfants ne reçoivent pas, n'ont pas de lien d'attachement assez fort et qui se retrouvent dans un sentiment d'insécurité au niveau neurologique? Ça va créer des problèmes de santé psychique, ça va provoquer des problèmes de santé relationnelle, au niveau des apprentissages scolaires. Ce lien, mais il semblerait qu'en France, il y a 80% des gens qui sont dans un attachement insécure, hein, donc il y a quand même du boulot. Hein. Mais quand on n'est pas dans ce lien de base sécure, on a un énorme travail de se resécuriser. Je parle dans le prochain bouquin, là je parle des questions, mais le nombre d'adultes, on leur demande, est-ce que vous avez confiance en vous? Le nombre d'adultes qui va dire non. Est-ce que vous osez? Est-ce que quelquefois vous mettez des freins? Oui, oui, oui. Est-ce que il y a vraiment un souci? Il y a vraiment un souci. En sachant que le lien de sécure, c'est avec papa et maman, mais c'est aussi avec après les gens de la crèche et assistants maternels, hein, puisqu'on a plusieurs figures d'attachement. Hein. Et donc, c'est comment justement ces autres figures d'attachement soient aussi formées à cette théorie et combien elles en comprennent l'intérêt. Vous m'aviez donné une super explication sur le fonctionnement au niveau de neurosciences. Est-ce que vous serez capable de vous le redire? De le redire? Je ne me répète plus, je ne sais pas. Je sais plus. Non, mais qu'est-ce que je vous avais dit? C'était pas la même audience. C'était vraiment de ce qui se passait en fait au niveau de l'amygdale, etc. Quand l'enfant en fait tout d'un coup se retrouvait dans la peur. Enfin, et ben, quand il est dans la peur intervient sur le cerveau limbique, puisque le cerveau limbique c'est le cerveau émotionnel. Et donc aussitôt ça bloque tout. C'est-à-dire que la peur, elle bloque les connexions neuronales au niveau du néocortex et du cortex préfrontal. Et donc l'enfant est beaucoup plus inhibé pour faire des apprentissages. C'est pas qu'il n'apprendra pas, mais il y aura certaines énergies qui vont être bloquées. Ok. Est-ce que c'était comme ça que j'ai expliqué, Ophélie? Je pense pas. Hein. Non, mais ça donne une idée plus précise aussi pour ceux qui veulent en savoir plus du fonctionnement. Et réfléchissez à Réfléchissez en tant qu'adulte, tous vos événements de peur dans l'enfance. L'attachement sécure, je donnais un exercice à Ophélie tout à l'heure, elle dit « Oh là là !» Ben, je vais vous le redonner, vous le retrouverez dans le prochain livre. Je dis, imaginez, alors fermez les yeux, mais ne le faites que si c'est OK pour vous, sinon ne le faites pas. Fermez les yeux et imaginez le visage de votre mère qui arrive face à vous dans ce regard et vous le regardez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Et peut-être vous pouvez expliquer pourquoi j'ai dit oh là là. En fait, je vous ai questionné. Oh là là, parce que ça peut être très déstabilisant et ça peut être et le service après-vente, qu'est-ce qu'il l'assure? Est-ce que vous êtes conscient de l'impact en fait que ça peut avoir on ne sait jamais l'impact. Quelquefois, j'ai un souvenir comme ça d'un groupe avec une assistante maternelle où j'ai fait un jeu pour travailler justement sur ce concept, cette théorie d'attachement. Et ça a remué une assistante maternelle. Elle a dit, je peux pas, j'arrête, je pleure. Je ne pensais pas que cet exercice allait réveiller autant de choses. Cet exercice, c'était quoi? Ils étaient main dans la main, face à face, deux assistantes maternelles, une qui avait les yeux bandés, et celle qui avait les yeux bandés devait parler quelque chose de l'intime à cette autre dame. Et à un moment donné, la consigne, c'est vous la lâchez, c'est-à-dire vous quittez les mains. Ça a été très douloureux pour eux. Elle a vraiment senti cette perte de continuité, cette perte de lien. Ça a dû réveiller des choses très puissantes. Mais vous savez, il y a quelquefois des petits jeux qu'on peut faire comme ça, que quelquefois, ouh là là, ça peut bouger des choses et on s'y attendait pas. Est-ce que ça va pour vous là ou pas? Oui, très bien. Mais justement, enfin voilà, pour en revenir aussi à, voilà, vous parlez toujours de manière parfois détournée en utilisant l'humour, en utilisant le théâtre et d'autres méthodes. Une de vos formations, c'est comment les faire obéir, en finir avec les punitions et les récompenses. On n'a pas encore parlé de ça, de la carotte et du bâton. Ah oui, mais ça, ça, je pensais que c'était clair pour vous. Dans la parentalité créative, pour nous, peut-être. Parentalité corrective, Manu, elle me dit que c'est la même chose. Oui, après, c'est peut-être des finesses de mots, mais oui. L'idée, c'est pas d'utiliser la punition, ni le chantage, ni la récompense. Et pourtant, on revoit le retour des bons points dans certaines écoles. Ben, voilà, et des lignes. Vous parliez des lignes. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que les bons points, moi, j'ai connu ça. C'est-à-dire que ça peut être souvent, ça peut être la source de dispute. Vous imaginez un enfant qui a deux images, deux bons points, que l'autre, il en a trois.
Et dans la cour de l'école, combien tu as d'images? 2, ben moi j'en ai 3, et bing, un coup de poing. Et qui est puni? C'est l'enfant qui a fait un coup de poing, qui avait déjà 2 bons points. Et la boucle, et on continue à maintenir ça. Non, c'est pas un système intéressant au niveau intellectuel. On ne travaille pas pour avoir des récompenses, on travaille par plaisir, par envie. Je dis souvent quand je parle justement à des professionnels enseignants, c'est quand même dingue. Moi qui travaille beaucoup avec les gens des crèches, un bébé, vous le mettez sur le tapis, il va aller en 4 pattes chercher un jouet. Hein. On ne lui donne pas un bon point. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans cette éducation à l'école, on leur donne des bons points et des images? C'est-à-dire l'envie d'apprendre est en nous, la motivation est en nous, d'aller à la découverte du monde, c'est en nous. On n'a pas besoin que ça soit validé par un bon point, on a simplement besoin qu'un professeur, qu'une éducatrice dise à cet enfant « Waouh, dis donc, il y a 2 jours tu le faisais pas ça, hein. Tu le fais maintenant, oh, qu'est-ce que tu as grandi ?» J'ai été vu par madame, comme disent les enfants. J'ai été vu par papa. Être vu par son père et par sa mère, c'est quand même le plus beau cadeau qu'on peut faire aux enfants. Hein. Et que faire si on doit soi-même obéir? C'est-à-dire que on doit aller quelque part obligatoirement, et du coup on doit donc faire obéir les enfants pour aller à l'école, et ils n'ont pas forcément envie d'aller à l'école ou de faire les devoirs aujourd'hui. On va pas à l'école. On va retrouver Madame Cécile. Oui, parce que quand on est dans la bientraitance. Après, je vous réponds comme ça, mais ce sujet, on pourrait tellement le développer. Mais on ne dit pas des enfants, allez, on va être en retard à l'école, allez, on va être en retard à l'école. Là, on n'est pas dans la bientraitance, on n'est pas dans l'humanité qui a tant besoin qu'on se reconnecte. On dit, allez, on va retrouver Madame Cécile, et on va les retrouver qui? Antoine, on va retrouver Mohamed. Voilà, d'un seul coup, il y a des visages qui arrivent de la tête dans ces enfants. Et ça prend une autre tournure. Que d'aller à l'école, il faut aller à l'école, non. On va retrouver Madame Cécile, parce que Madame Cécile, elle est importante, hein, et elle t'attend. Vous comprenez la finesse de tout ça? Énorme, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Hein. Des enfants qui ne veulent pas aller à l'école, c'est entre guillemets pas normal. On devrait avoir tellement envie d'aller à l'école. Ben, vous venez de nous parler de l'enfant qui avait naturellement envie d'apprendre en donnant quelques exemples. Oui. Est-ce qu'on a besoin de l'école? Alors là, il faut mettre le carreau blanc, c'est ça? Non, mais je ne peux pas répondre à cette question. Non, on ne va pas vous demander encore de faire de l'autocensure. Après, c'est des choix particuliers. Là, vous titillez les croyances de plein de champs. Moi, je ne pourrais pas vous en parler. Mes enfants étaient à l'école. On a eu peur. La première école qu'on avait choisie pour notre enfant, quand on a téléphoné à l'école, c'est un enfant qui a décroché. Et on a dit, on voudra... oui. Je dis, on voudra un rendez-vous avec le directeur. Oui. C'est-à-dire, je prends. Ok, on a été un peu paniqués en tant que jeunes parents quand même. On s'est dit, maman. Même avec tout le travail que vous avez fait. Oui, parce que j'avais 25 ans, j'en ai un peu plus là maintenant. D'accord. Non, mais je pense qu'on n'était pas prêts. Mais bon, maintenant je pense que je serais plus prêt. Mais on a surtout besoin d'apprendre, on a surtout besoin d'un cadre stimulant, et on a surtout besoin que nos écoles se transforment, surtout. C'est ça, surtout. Et laisser le choix aux parents, que ce soit l'école à la maison, dans des écoles démocratiques ou ailleurs, mais donner la permission à ces écoles. Il y a de la peur encore. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la peur. Quand on est dans une éducation bien traitante, il n'y a pas de peur. Du côté du parent, ni du côté de l'enfant, du coup. Il n'y a pas de peur. Oui, parce que je dis souvent, et vous lirez, dans l'amour, il n'y a pas de peur. Et quand on est dans une éducation à l'amour, il n'y a pas de peur. La peur, elle n'a pas sa place à faire dans l'amour. Il y a une question qui revient sur l'obéissance. Là, je passe les questions des auditeurs. Hein. Ouais. Quand on dit non à un enfant, comment on l'accompagne après? Ça dépend de son âge. Il a quel âge, ce gamin? C'est ça aussi. On peut dire non à un enfant. Vous savez, quelquefois, il y a des enfants qui insistent. Je vois souvent ça, alors peut-être qu'il y a des parents là d'enfants précoces qui veulent toujours avoir le dernier mot. Quelquefois, à ces enfants-là, ils disent non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de réfléchir plus ce soir. Ça leur suffit quelquefois. Sinon, c'est le piège de tomber dans non parce que. Et c'est compliqué. Un non à un enfant de 2 ans, ça ne sera pas le même accompagnement qu'un enfant de 8 ans. Quand vous dites non à un enfant de 8 ans, l'enfant de 8 ans devrait l'accepter. Un gamin de 2 ans, ça va peut-être être plus compliqué. Ça veut dire qu'il a la maturité émotionnelle à 8 ans? Normalement, il devrait avoir la maturité émotionnelle pour réguler ses états émotionnels et donc pas réagir. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Et je pense à une petite fille ici qui a 8 ans, c'est une catastrophe. Quand elle attend un nom de sa mère, la mère n'en peut plus.
Donc, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est quelquefois, on peut quelquefois dire, d'après toi, qu'est-ce que je vais répondre là à ta demande, s'il y avait une demande? Ah bah, tu vas dire non. Ah bah, tu vois, tu as la réponse, c'est formidable. Ça peut être fait comme ça. La période des 2-3 ans où c'est compliqué ce non, parce que cette période-là, aussitôt que vous dites non, que vous êtes un peu dans ce que j'appelle une autorité bienveillante, les enfants, ils ont l'impression que tout s'effondre et que vous les aimez plus. Donc c'est comment on maintient le lien tout en disant non, que c'est pas possible. Donc quelquefois, je donne souvent un exemple comme ça aux gens de crèche. Vous savez, des petits enfants qui découvrent la puissance du non, ils disent quelquefois non pour tout et rien. Genre, bon allez, on va aller dans la piscine à balles. Non. Et ils ont dit non parce que non. Et après, ils voient les autres dans la piscine à balles et ils disent ah merde, j'aurais dû dire oui. Et quelquefois, quand on sait qu'un enfant comme ça, on va plutôt dire bon alors, on va dans la piscine à balles, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les mettre dans une réflexion. Et eux-mêmes vont dire il faut enlever ses chaussures. Et donc, ils ne se sentent pas dans une notion de pouvoir. Mais aussitôt les tout petits, quand ils se sont dans quelque chose du pouvoir, ah, je te tiens, là, je vais jouer. Hein. Donc, ça peut être ça, mais ça peut être plein d'autres choses. D'après toi, qu'est-ce que je vais répondre à cette demande? Non. Ben voilà, tu as la réponse. Ça peut être et si je te dis non, qu'est-ce qui va se passer? Avec un tout petit, c'est dire non et dire ben, viens dans mes bras parce que c'est compliqué. Moi, je dis souvent aussi de dire à nos enfants, à cette tranche-là, de 3 ans, dire non, c'est compliqué le non. Hein. Moi aussi, quand j'étais petit, c'était compliqué quand ma mère me disait non. Parce que il faut leur dire que c'est un travail d'accepter ce non, ce cadre, et que c'est compliqué pour eux. J'avais une question par rapport à l'accueil des bébés à partir de 3 mois en crèche. Est-ce que finalement c'est pas de la malveillance alors ou est-ce que c'est de la bientraitance de mettre un enfant en crèche à partir de 3 mois quand on sait à quel besoin il a? C'est de la bientraitance quand cette crèche réfléchit à son travail. Est-ce que vous pouvez développer? Ben, c'était pas quand j'entends des parents qui me disent ah j'ai trouvé une bonne crèche, hein, c'est-à-dire ah ils font plein d'activités, ils vont à la ludothèque, ils vont à la piscine, ils vont à la... D'accord. Moi une crèche adéquate plutôt c'est une crèche qui va dire à des parents ben voilà la notion qui va vous parler de l'attachement, de la continuité du soin, de l'importance du soin, de l'importance de la motricité libre. Et c'est ça une crèche qui est adéquate. Dire aux parents de dire ben voilà on a des réunions tous les mois pour parler des enfants et de réfléchir à notre travail. Des professionnels qui réfléchissent à leur travail, à l'accompagnement de l'enfant, là, vous pouvez dire, c'est adéquatement bon. Après, dans les conditions actuelles, c'est vrai qu'un enfant de 3 mois, on pourrait mieux l'imaginer chez une assistante maternelle avec 3 enfants ou avec sa maman. Mais que ça doit rester un choix. Parce qu'une assistante maternelle avec 3 enfants ou 4 enfants, ça peut être une horreur. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des meilleurs et des moins bons. Je suis en train de dire que ça soit la crèche, l'assistante maternelle ou autre, ce sont des professionnels qui réfléchissent à l'accompagnement de l'enfant, qui travaillent sur leur souffrance et qui accueillent au mieux cet enfant. Je ne laisserai pas tant qu'ils ne seront pas autonomes. Oui, c'est des choix, que ça reste des choix, voilà. Mais il faut être dans une exigence. Les parents ne sont pas assez exigeants vis-à-vis des crèches. Mais exigeants pas au niveau de la crèche en elle-même, mais au niveau de cette société. Comment des parents peuvent imaginer que 5 bébés peuvent être pris en charge par une adulte? Comment on peut imaginer des choses pareilles? 5 bébés par une auxiliaire. Comment elle fait avec les 5 biberons? Alors tout est organisé parce que les gens sont vraiment sérieux et ils réfléchissent à tout ça. Il y a des gens qui arrivent en plus, ceci, cela. Mais c'est quand même pas... Quelqu'un qui arrive à 11 h pour donner un biberon alors qu'elle l'a pas vu le matin, c'est quand même pas la panacée non plus. Bon, Annabelle, elle est d'accord. Alors, ça va bien, alors. Ça fait très usine. Ça peut. Mais l'usine, c'est vraiment dans la manière de faire. C'est-à-dire, vous avez des très, très grandes crèches où il y a 100 gamins, 50 gamins, où vous rentrez dedans, vous dites « Waouh, qu'est-ce qui se passe ici ?» Moi, je me rappelle des crèches sur Paris que j'ai visitées où il y avait quasiment 80 gamins. À l'heure du midi, aucun pleure. J'ai dit, mais ils sont où les enfants? Parce que dans les crèches en France, à midi, ça pleure souvent. Et il y avait tellement une réflexion de cette équipe, tellement une présence à l'enfant, que là, on se dit, waouh, ça doit être magique ce qui se passe. Et vous pouvez rentrer dans des micro-crèches où il y a 10 gamins et vous dites, maman. Parce que ces personnes-là, même qui sont formées, restent humains. Et leur ego peut très vite les rattraper, très, très vite les rattraper.
Oui, dans la crèche que vous citiez avec les 80 enfants, là, je suppose que ces fameux quotas dont vous avez parlé tout à l'heure étaient respectés, étaient ce qu'ils Oh ben, sont. je pense, 1 sur 5, 1 sur si 10. vous interviewez des professionnels de crèche, elles vont souvent vous dire que c'est même pas 1 pour 5, que quelquefois elles sont 1 pour 6, voire 7, et que quelquefois il y a quelqu'un qui vient donner un coup de main. Parce que le problème de ça, quand je disais qu'il faudrait changer des choses dans la liste que je vous disais, on devrait rajouter qu'il y ait au moins 2 personnes en plus dans chaque crèche. Parce qu'entre les RTT, les congés maternité, les congés maladie, la directrice, je vous assure que quelquefois, elle se tire les cheveux. Parce qu'organiser le planning, c'est compliqué. 7 heures, autant d'enfants, il faut trouver. Hein. Et donc, si on avait toujours 2 personnes en plus, ça serait quand même un peu mieux. Mais alors là, on est dans des questions de société, de projet gouvernemental. Donc, voilà. Alors peut-être qu'après cette tumulte, il y aura des choses qui vont se réveiller. On espère, on croise les doigts. C'est ce qu'on espère. Et puis, vous avez décrit tout à l'heure votre société idéale, ce que vous voyez idéalement. Et j'ai vu là, dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui vous veulent même comme président de la République. Donc, oh, bah, non, non. Vous êtes prêts? Oui, bien sûr. sûr. En attendant de vous préparer à ça, vous êtes en train de terminer votre livre qui s'appelle, vous nous avez dit qu'il s'appelait, ou qui s'appelle Le prochain s'appelle. Oh, est-ce que je dois dire le titre? Est-ce que mon éditeur va accepter celui-là? Mais vous l'avez déjà dit. Ah oui, c'est vrai, mais il faut voir si l'éditeur l'accepte. Après, ça va s'appeler Accord d'âme, et le sous-titre, c'est Parents et enfants, vous êtes faits l'un pour l'autre. Quelles sont les thématiques que vous abordez alors? Je travaille sur quoi? Le premier chapitre, c'est sur l'amour. Je vais parler de l'amour, c'est quoi aimer, et c'est quoi aimer les enfants. Je vais parler de pourquoi c'est si compliqué. Le deuxième chapitre, c'est les freins à l'amour, et donc je vais vous parler de la théorie de Jung. Et la troisième partie, c'est comment être dans une éducation d'amour. Et là, je vais vous proposer des réflexions et des exercices à faire. Vous, c'est-à-dire quel public vous visez? Ça va être pour les... Là, le bouquin est adressé aux parents, mais peut très bien s'adresser, je dis à un moment donné, dans un des chapitres, que tout ce que je raconte là peut être appliqué pour les professionnels de l'enfance. Alors, trop au gouvernement, il faudrait qu'il m'appelle, peut-être. Écoutez, on peut essayer de faire passer le message. Mais vous savez, il faut croire plus au pouvoir que vous avez sur le terrain que quelquefois le pouvoir de là-haut. C'est souvent le peuple et les gens utopiques comme vous. Et moi, on me dit quelquefois que tu es utopique. Ben oui, mais c'est les utopiques qui changent le monde. Donc soyons bisounours et soyons utopiques, parce que c'est nous qui changerons ce monde-là. Oui, mais pas que, puisque vous écrivez quand même une lettre au président de la République, et vous nous avez bien montré tout au cours de l'heure ou un peu plus qu'on vient de passer ensemble que vous abordiez toutes ces problématiques par différents angles, par les parents, par les aidants, par les accompagnants, même par les enfants, partout, quoi, par le théâtre, par différentes méthodes, par les fascias. Enfin voilà, on n'a pas fait le tour de tout, par le corps aussi. Donc, après, je dis, il faut faire quelquefois attention comment vous dites les choses. Quelquefois, il faut faire attention comment je vous dis les choses. Je ne la citerai pas, mais il y a une ville en France, une grande ville en France, où je suis totalement boycotté. Ah, ok. On ne va pas vous demander le nom. Non, entre Dijon et Mâcon. Mais et c'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant. Mais bon. Donc, on va en rester là. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à tous les auditeurs qui nous ont fait remonter leurs questions. Vous pouvez, si vous le souhaitez, Arnaud Dereau, aller répondre à ces commentaires sur la vidéo qui apparaîtra en replay sur la page de l'Enfance Libre. Si vous avez aimé ce live, vous pouvez partager, liker, en parler autour de vous, parce que les violences éducatives ordinaires, malheureusement, c'est encore bien présent, et donc plus on en parle et plus on peut permettre à chacun de prendre conscience de la réalité. Nous, on se retrouve donc demain à 18h30 avec Victorine Meyers, qui est donc éditrice de Grandir autrement, et qui viendra nous parler donc des apprentissages autonomes. Mardi, on se retrouvera avec Ramin Farangui, qui est cofondateur de l'école dynamique à Paris, mais aussi du village de Pourgues, et qui viendra nous parler des obéissances et de son association Enfance Libre. Et mercredi, on se retrouvera avec Amalia Escriva, réalisatrice du film Qui aime bien châtie bien, et on reparlera de ordinaire. Si vous souhaitez aussi revoir les replays, notamment on a interviewé Marion Querc,
même qu'on est imbattable, vous en avez parlé, Monsieur Dereau, Oui, durant l'interview. Vous pouvez tout retrouver tous les replays sur la page donc, de l'école de l'enfance libre. Merci beaucoup à tous. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, c'est un plaisir. Et dans cette idée de confinement, ça m'a fait rencontrer un peu plus de monde.